Merci beaucoup à la maison Heinrich Heine, merci à Olivier Guèze et merci mesdames et messieurs d'être présents ce soir. Vous venez de l'entendre, nous allons aborder une question grave et que l'actualité allemande met au centre de notre attention parce que le peuple allemand vient de réélire une présidente qui est une européenne convaincue et moi j'espère quelles que soient nos convictions politiques, avec une personne comme elle, nous arriverons à faire cette Europe qui a beaucoup de mal à être faite. Je dis que c'est une question très sérieuse, alors que nous avons choisi avec Olivier Guèze quelque chose d'un peu ludique, en imaginant une sorte de rencontre entre ma pratique analytique et puis cette question de l'avenir de l'Europe. Évidemment, c'est un jeu. Je vais prévenir tous ceux qui sont férus de sérieux. Je ne pense pas qu'il est possible d'analyser l'Europe comme on analyse un patient. Je prends très au sérieux mon activité d'analyste et je suis très attentive à ce qu'on vienne me voir avec une demande. Viennent sur le divan des gens qui ont envie de se faire analyser et jusqu'à présent l'Europe ne s'est pas signalée à ma porte. Il ne m'a pas demandé d'être analysé. Et même poser à quelqu'un qui ne veut pas être analysé, c'est condamner à la base le processus. Mais j'ai accepté quand même de jouer le jeu avec Olivier Guèze parce que nous avons fait déjà cette petite blague au Frankfurter Allgemeine Zeitung et après avoir proposé un certain nombre d'excursions comme ça analytiques dans l'identité européenne, je lui dis mais on a pris ce patient pour un patient, pour un homme et puis finalement l'Europe c'est une femme. Dans le passé, dans les mythes, puis quand on dit l'Europe, en français en tout cas, je pense que dans les autres langues aussi, c'est une femme, on a oublié les différences sexuelles. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par là, mais j'ai envie plutôt de répondre à la question quels mots, quelles sont les difficultés principales que je vois à ce patient. On va parler d'abord du patient comme s'il n'était d'aucun sexe, puis après on va introduire la différence sexuelle. Avant de m'approcher de ces mots, je vais me faire comme analyste une idée de la personne. Parce que même si le continent européen ne m'a pas demandé d'être analysé, quand un patient vient et on me présente à travers Olivier, c'est peut-être lui, le représentant de l'Europe, une démarche, une question, j'essaie de me faire une idée générale, ne serait-ce que de la gestuelle, de l'intonation, de la manière dont la personne s'habille, etc. Et l'idée générale que je me fais, que nous avons exposée aussi dans l'article, c'est que l'identité de cette personne Europe est une identité paradoxale. Elle est, à mon sens, unique au monde. Dans le monde contemporain, et peut-être depuis le passé aussi, mais aujourd'hui dans le monde contemporain on le voit le plus, l'identité est devenue un culte. Les gens croient savoir qui ils sont, ils imposent cette identité-là. Je suis français ou française, je suis allemand, je suis juif, je suis musulman. Et cette identité culte est à la fois une expérience nécessaire, je dis souvent, et cette fois-ci c'est l'analyste qui vous parle, l'identité est un antidépresseur. On a besoin de s'accrocher à une identité pour faire face à la perte d'identité qui fait que je suis angoissée, je ne sais pas où je vais, je suis nulle, tout le monde me persécute et je vais me suicider. Donc l'identité est un antidépresseur et c'est tant mieux que certaines personnes aujourd'hui réclament une identité pour guérir leur mal à l'âme ou leurs histoires terribles. Ils s'accrochent à cela. Mais l'identité, quand elle devient un culte,
est aussi source de violence et choisit un bouc émissaire pour se soulager. Elle conduit à ce qu'on appelle maintenant des crispations identitaires et on en voit les résultats dans les guerres identitaires qui sont le résultat de cette crispation identitaire et de ce culte de l'identité. Nous en avons aujourd'hui encore un exemple terrible avec ce qu'on appellera le gangstéro-islamisme et qui ne pense qu'à des massacres et qui conduit une religion qui a des complexités qu'on peut connaître et étudier à devenir une expression du désir à mort que Freud aussi a examiné avec beaucoup de pertinence. Et j'ai entendu, pas plus tard qu'hier, notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dire qu'on est confronté à des gens qui ne pensent qu'à tuer et avec lesquels on ne peut pas discuter. C'est donc le résultat du culte de l'identité. Eh bien, nous sommes en Europe le seul endroit du monde où l'identité n'est pas un culte, mais une mise en question. Une mise en question qui n'a pas toujours été à la hauteur de cette ambition. On connaît aussi des crispations identitaires dans notre histoire, les inquisitions, les croisades, le colonialisme, les deux guerres mondiales, la Shoah, sont des moments tragiques où l'identité comme question ne s'est pas montrée comme telle, où elle s'est verrouillée, elle a dégénéré dans la violence et dans l'extermination de l'autre. Mais je prétends que nous pouvons trouver la spécificité de la culture européenne dans cette mise en question de l'identité. Et cette spécificité, je vais la chercher dans l'histoire d'abord. Dans l'histoire qui est notre tradition grecque, juive et chrétienne. Exemple, dans la tradition juive, vous avez cette définition du Dieu qui parle et qui dit « Ayez, Asher, ayez ». Je suis celui qui est, qui sera, qui était. Il ne définit pas l'identité, il ne la ferme pas, il la laisse être. Et ce matin, on m'interrogeait sur un livre pour lequel on fête actuellement le 100e anniversaire. C'est le premier volume de la recherche de temps perdu. Et on a parlé de Proust. Et Proust met en évidence une tradition juive, talmudique, rabbinique, qui est la tradition de la question, de la mise en question, de l'interrogation. Écoute et pose-toi des questions, qui peut donner lieu d'ailleurs à une espèce d'inflation interprétative qui est parfois agaçante. Le discours rabbinique qui ne cesse de se poser les mêmes questions et de trouver les mêmes réponses, qui peut donner lieu aussi à beaucoup de drôlerie et d'ironie, et qui est source d'un sens toujours ouvert, mais toujours est-il que cette question, identité comme question est déjà dans ce message ancien de cette tradition juive. On le trouve aussi dans la tradition grecque, tout particulièrement dans le dialogue platonicien. Vous savez que dans les dialogues de Platon, la vérité n'est pas donnée comme un absolu. Le maître pose une hypothèse et l'élève passe son temps à lui poser des questions et vice-versa. Donc il n'y a pas de synthèse dans cette interrogation philosophique. C'est un dialogue ouvert. Le moi, dit Platon, est toujours double. Il veut se connaître, c'est moi, et puis un autre qui connaît ce moi. Cette tradition grecque et juive a donné le christianisme de la mise en question et de l'interrogation. Vous avez cela de manière particulièrement claire chez saint Thomas, lorsqu'il dit que pour le chrétien, je suis une question. Quaestio mihi factus sum. Je suis devenu question à moi-même. Et c'est ce que fait la prière, où on cherche à se connaître, l'expérience intérieure.
ou encore toujours chez Saint-Augustin, quand il dit « il n'y a qu'une seule patrie, le voyage ». In via in patria. Ça donne lieu au pèlerinage, ça donne lieu à la charité, ça donne lieu aussi à l'interrogation de soi. On peut accumuler les exemples. Je vous ai dit aussi que ces exemples sont souvent aussi abolis dans la crispation et dans l'oubli de l'interrogation, dans la création dogmes fratricides. Mais c'est cette tradition-là que j'aimerais que nous gardions vivante et même que nous la ressuscitions de manière à ce que la conscience européenne s'imprègne de ce passé, des moments forts, de cette dignité de l'Europe et que nous soyons fiers de cette tradition-là. La Renaissance, la reprise, le mois de Montaigne. Nous sommes ici dans un lieu universitaire et beaucoup d'entre vous, je vois quand même des gens de mon âge, mais aussi des étudiants, ont appris le français dans Montaigne. Mais le mois de Montaigne est un mois qui se compose de parcelles, de lopins, dit Montaigne. Il n'est pas homogène. C'est ce bouquet qui l'intéresse, où chaque partie, dit-il, fait son jeu. Cette complexité contradictoire. Vous me voyez venir déjà avec les morceaux qui constituent le kaléidoscope de l'Europe. Vous avez aussi l'esprit négatif, corrosif de Faust, qui est celui qui nie, qui interroge, qui n'est jamais content. Nietzsche va développer cette interrogation propre à l'esprit européen quand il dira que nous n'avons pas à rejeter la tradition, et pourtant Dieu sait qu'il la rejette quand il se déclare contre le catholicisme, le christianisme comme des religions de l'esclavage, et il dit que la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de poser un grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux. C'est la transvaluation des valeurs. Ce message, Freud, qui est mon maître, vous l'avez entendu puisque je suis analyste, ne demande rien d'autre que quand on trouve un mal-être, une difficulté de vivre, eh bien d'aller se poser des questions pour retrouver son passé sur le divan. Je vais sur le divan, je m'interroge qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé. Là où c'était, dit-il, là où c'était, je dois advenir. Je vais chercher dans le passé les sources de mon malaise. Vous voyez donc que c'est une culture de l'interrogation qui nous constitue et qui fait que nous sommes dans une possibilité d'accueillir aussi d'autres cultures en leur demandant de s'interroger elles-mêmes. Et c'est à partir de cette interrogation perpétuelle que des passerelles sont possibles entre les différentes cultures. C'est cette vision de l'Europe que je me fais. Vous venez de le dire, Olivier, je suis une européenne d'origine bulgare, de nationalité française, citoyenne européenne. Je me considère comme d'adoption américaine parce que j'enseigne souvent aux États-Unis. Eh bien, dans cette trajectoire et issue d'un pays communiste qui a verrouillé cette capacité d'interroger et de conduire à des singularités problématisantes que nous sommes tous les habitants de l'Europe, à partir de cette histoire douloureuse, je parie sur la possibilité de renouer avec cette tradition européenne. Et je reviens à ce que vous disiez à propos du traité européen. L'Europe s'est créée, avec les traités de Rome, comme vous le savez, comme un souhait économique et politique, évidemment. Nous voyons combien il est difficile de créer l'Europe politique et combien déjà la difficulté économique se manifeste avec la crise de l'euro, les désastres que vivent les Grecs, les Portugais, les Espagnols et peut-être les Français plus ou moins et peut-être plus dans l'avenir que maintenant. L'avenir n'est pas rose. Mais cette Europe économique et politique a oublié
l'héritage culturel que je suis en train de dessiner devant vous, cet héritage culturel qui me paraît être un atout considérable face à l'éclatement de la globalisation en différentes composantes identitaires qui érigent des cultes et qui confrontent ces cultes. Je voulais revenir d'abord sur une chose, sur un élément que vous avez mentionné, c'est-à-dire que vous avez dit que par rapport aux autres continents, en fait, l'Europe n'avait pas le culte de son identité. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, c'est qu'on voit que des nations, on voit le retour d'une crispation identitaire dans beaucoup de nations. C'est-à-dire que le continent, en tant que tel, n'a pas du tout le culte de son identité, et on essaiera de voir pourquoi, après, en fait, cette Europe est incapable d'assumer et son héritage et son identité. Mais comment faire face, justement, au retour des crispations identitaires qui rendent d'autant plus difficile, finalement, ce travail au niveau du continent? Alors, ça... votre question me renvoie à ce que je voulais signaler comme manque dans le traité européen, à savoir la question de la culture. Pourquoi on ne l'a pas traitée? Pourquoi on ne l'a pas inscrite, cette culture? Je pense qu'il y a au moins deux raisons. La première, c'est que ça paraissait évident. L'Europe a Shakespeare, le Parthénon, Voltaire, Proust, et la musique évidemment, Bach, Raphaël, Vivaldi. Bon, c'est évident, c'est pas la peine d'en parler. Et cet implicite perdure encore, même chez les Grecs qui n'en veulent pas, ils se sentent européens. Les Français, y compris les plus anti-euro, se sentent européens. Donc il y a un implicite, c'est pas la peine. Peut-être la première raison. La deuxième raison, c'est que nous avons commis beaucoup de crimes. Et notamment avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette ombre dont vous parliez et que nous avons touché dans notre entretien dans Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ces crimes européens, ces crispations ont fait honte et on ne voulait pas s'appesantir, parce que saisie de honte, sur la dimension culturelle. Parce que ce qui s'est passé au moment de la Shoah, c'était précisément une guerre entre mentalités, entre traditions, entre religions, et un effondrement de l'humanisme qu'on revendiquait par ailleurs. Donc, ne touchons pas à ça, faisons l'économie et la politique. Or, ce qui se passe maintenant, on le voit, et vous avez raison de le souligner, quand il y a des difficultés économiques, les cultes identitaires ressurgissent. On l'a vu en Norvège, on le voit avec ces criminels qui attiraient sur la foule des jeunes socialistes. On le voit dans le retour des intégrismes, aussi bien en France qu'ailleurs. Donc cette violence, le rôle du Front National en France qui monte en puissance, consiste à boucher le trou de ce manque de culture, de ce manque de réflexion sur l'identité et d'apporter une notion de l'identité qui remonte non pas à la mise en question, mais au culte. Donc c'est là que votre question de mettre l'identité sur le divan revient. Comment faire ça en pratique? Moi, je propose, actuellement nous avons un grand débat, vous le savez, sur la laïcité. Le ministre Payon a créé une charte sur la laïcité et je suis tout à fait d'accord avec la nécessité de montrer les valeurs auxquelles nous tenons avec fermeté. N'empêche que jamais les lois n'ont réussi à changer les mentalités uniquement. Il faudrait que ce soit accompagné d'une grande connaissance des traditions et pour commencer des traditions religieuses et nationales. Et nous proposons quelques-uns une introduction, par exemple, dans les écoles, de l'histoire des religions, de l'histoire des nations de manière plus approfondie qu'on ne le fait maintenant, alors qu'on constate que, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, on va réduire au maximum l'enseignement de l'histoire.
nous disons non seulement il ne faut pas le réduire, mais il faut introduire l'histoire des religions, non pas avec des professeurs qui viendraient des religions, non pas pour faire des propagandes religieuses par des imams, des rabbins ou des prêtres, mais par des spécialistes dans les sciences humaines qui donneraient des bases, des connaissances objectives et commenceraient ou continuerait ce travail d'interrogation, d'éclaircissement, de manière à ce que, quand des gens frustrés sur le plan économique essayent de se retrouver dans une identité féroce et se cramponnent à des dogmes identitaires, qu'ils soient religieux ou simplement nationalistes, on puisse les éclairer, leur faire comprendre les impasses de ces dogmes et de ces identités. Et donc c'est un immense travail que nous avons abandonné et qui caractérise le projet politique. Je vais vous laisser encore la parole, Olivier, mais je tiens à indiquer un moment qui est important dans ma réflexion. Il s'est passé quelque chose d'intéressant au moment des Lumières, et je suis quelqu'un qui se considère comme un adepte des Lumières, peut-être un des rares athées qui reste sur cette terre. Ce qui s'est passé, c'est que une divorce s'est produite entre le discours politique et le discours théologique. Puisque nous avons vu, nous, les gens des Lumières, nous avons vu les abus de la théologie et des religions. Et nous avons raison de cibler ces abus. Mais en dissociant le politique du religieux, nous avons laissé l'espace de l'éthique vacant. Et cet espace de l'éthique vacant est béant aujourd'hui, et c'est là que s'engouffrent des pseudo-philosophies identitaires qui sont les dogmatismes nationalistes et les intégrismes religieux. Il nous faut donc une réévaluation qui commencerait là où Voltaire, Rousseau et Diderot les ont laissés au XVIIIe siècle, et là où des spécialistes des sciences humaines continuent à agir, mais que les vastes ensembles populaires ne connaissent pas. Donc, reprendre ces corpus religieux qui créent les mentalités, ces fiertés nationales qui créent les identités, et commencer à les interroger par l'école, mais aussi par la création des académies de la culture, qui pourraient, dans tous les pays, et peut-être même Académie des cultures européennes, placées quelque part dans les frontières de l'Europe, pourquoi pas Trieste, ou peut-être à Berlin, où des jeunes se réuniraient pour réfléchir sur l'héritage culturel, l'héritage éthique, et chercher de nouvelles formes de développement de cet héritage. Sans cette partie-là de la mentalité présente dans l'idéologie et dans la philosophie contemporaine, la politique s'est rétrécie comme une gestionnaire dont on dit qu'elle n'a pas de cap. Mais le cap, il est spirituel. Et le spirituel, c'est le national et le religieux. Donc il faut reprendre cela et le remoudre, l'analyser et le réhabiliter en l'adaptant à la modernité. Sans cela, nous arrivons à cette espèce de gestion exsangue où il n'y a pas de valeur et personne ne suit les politiques. Alors il y a évidemment plein de remarques à ce que vous voulez dire. La première chose, c'est quand on s'était vu la première fois, et puis après à travers différentes discussions, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos textes, c'est ce que vous appelez le retour rétrospectif. C'est-à-dire, vous en avez un petit peu parlé, c'est-à-dire analyser les crimes. Vous avez parlé de l'Inquisition, de la Shoah évidemment, le colonialisme. Est-ce que vous n'avez pas, donc ça c'est la première étape d'une analyse, entre guillemets, pour après passer à ce que vous appelez la renaissance. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'Europe l'a quand même beaucoup fait, ou alors est-ce que vous avez le sentiment que seulement certains pays, et on pense évidemment à l'Allemagne, mais pas seulement, ont pratiqué en fait ce retour rétrospectif? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi qu'aujourd'hui, c'est-à-dire si l'Europe se repenchait à nouveau ou pour la première fois sur ces crimes-là, ce serait encore d'autant plus paralysant dans un monde qui, lui, n'a pas du tout de penchant au retour rétrospectif? Ce retour rétrospectif, cette interrogation de nos passés et de nos codes éthiques peut être en effet un moment d'autocontemplation régressive et complaisante qui peut être considéré comme une faiblesse de riches et de gens cultivés.
il faut se prémunir en effet de cette tentation et de ces excès. Mais je pense que nous sommes conscients de plus en plus que ceci peut ne pas être seulement un nombrilisme régressif et qu'il n'y a pas d'autre moyen de montrer à la globalisation et aux forces noires qui surgissent des puissances émergentes. Ça peut être l'Inde, ça peut être demain la Chine, mais actuellement c'est l'islam intégriste. Il n'y a pas d'autre moyen de combattre cela que d'essayer d'entrer dans l'alchimie des croyances, dans l'alchimie des compréhensions identitaires. Et là, l'Europe a la vocation d'être l'endroit où cette interrogation des croyances a eu lieu dans le passé, et ça se prolonge à travers les sciences humaines. Ça n'a pas eu lieu dans l'islam, la question de l'altérité n'est pas posée, elle n'est pas respectée, et ils n'ont pas les outils de le faire. Ce n'est pas le cas dans la tradition chinoise non plus. Par contre, ce qui se passe, c'est que les jeunes de l'islam qui vont dans nos universités françaises ou américaines, ou les jeunes chinois qui viennent dans nos universités, apprennent nos sciences humaines et apprennent à partir de là la tradition qui les a inspirés, c'est-à-dire les traditions religieuses grecques, juives et chrétiennes qui sont derrière. J'étais envoyée récemment par le Conseil économique et social pour m'interroger sur le message culturel de la France. J'ai été envoyée dans certains pays et en particulier en Chine. Et j'étais très étonnée de constater qu'à Shanghai, dans la Polytechnique de Shanghai, Jiaotong University, ils ont des jeunes gens et des jeunes filles qui apprennent la technique occidentale, notamment à composer l'Airbus à partir des pièces qu'ils fabriquent ou qu'on leur donne. Donc ils se mettent avec beaucoup d'aisance à la portée de la dernière éthique. Et le président de cette Polytechnique me dit « mais nous voulons créer un institut des cultures et des spiritualités européennes et chinoises. » C'est très intéressant, lui dis-je. Pourquoi ? Pour les ingénieurs. C'est une idée qui m'est chère. Je pense qu'en effet, il faut connaître nos traditions. Mais pourquoi vous êtes arrivé à cette idée ? Tout ça pour vous dire que ce n'est pas seulement une lubie occidentale. Il me dit parce que je ne voudrais pas que quand mes jeunes gens et mes jeunes filles trouvent un conflit interne ou externe, je ne veux pas qu'ils deviennent des kamikazes. Et c'est vous qui leur donnez le moyen de se connaître et de se lier avec les autres. Donc ce monsieur qui n'était pas philosophe avait acquis par, je suppose, le marxisme-léninisme et un peu de Hegel, la notion que la question de l'identité, qui pour eux est une ovni, intouchable par leur culture, eh bien nous l'abordons et nous pourrons leur permettre de l'aborder de manière à ce ça ne les conduise pas à ces impasses que sont les guerres fratricides et le fait de tuer l'autre pour se mettre à la place, mais de s'ouvrir à soi-même et de s'ouvrir aussi à l'autre. Donc l'idée que la culture européenne n'est pas seulement un nombrilisme qui nous conduit à piétiner alors que les autres continuent, mais au contraire, elle peut être utile aux puissances émergentes parce que les crises que nous vivons, ils vont les rencontrer. Cette idée, je l'ai rencontrée chez les Chinois et aussi en Amérique latine. Tout ça pour vous dire que ce que l'Europe porte au monde, c'est l'humanisme en tant que permanente mise en question. Et c'est face à l'échec des religions à trouver des valeurs, on le voit maintenant avec ce qui se passe avec l'islam, la jeune femme qui est déçue de ce qui se passe en Angleterre et qui s'est convertie à l'islam est devenue une kamikaze qui tue maintenant les Kenyans. Vous allez voir ça à la télévision. Donc la révolte d'un certain nombre d'esprits occidentaux qui embrassent des dogmes d'autres religions est absolument à l'encontre de cet esprit humaniste d'interrogation des valeurs
qui s'est construite dans notre continent. Et c'est cet humanisme de l'interrogation que je crois notre génération se doit de développer d'abord chez nous, de le faire entrer dans nos écoles et de le donner aux jeunes des quartiers, et aussi de le faire entendre sur la scène publique. Et je ne suis pas tellement désespérée, parce que quand je vois ce que font Obama et Hollande aujourd'hui à l'ONU, quand ils vont discuter avec l'Iran et disent qu'il n'y a pas forcément une menace, même si on garde la possibilité de la menace, car qui veut la paix prépare la guerre, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas être angélique. Mais ça passe par la discussion, ça veut dire je me remets en question et tu te remets en question. On leur demande ce geste-là. Et c'est un geste politique qui peut ne pas aller loin, mais il y a tout un travail d'éducation qui doit se préparer par l'université, par l'école. Et c'est notre vocation à nous. Comment ce retour rétrospectif et tout ce que ça pourrait enclencher pourrait se faire à l'échelle du continent? Parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué fondamentalement, puisque ça a été fait au niveau national, dans la plupart des nations européennes, pas toutes, mais la plupart nationales, première chose. Et deuxièmement, c'est pourquoi les politiques, finalement, sont tellement sourds à ce travail-là. Parce que finalement, la construction européenne est avant tout une construction économique. On a pensé que l'économie permettrait d'entraîner le politique, et le politique, la culture, ce qui n'a pas eu lieu, finalement. Vous dites ce travail a été fait. Moi, je ne suis pas sûre qu'il a été fait. On a commencé à le faire. Il s'est fait par la classe intellectuelle, un peu les médias en Allemagne. On le fait dans les universités en France, mais ça reste d'abord un travail permanent. Quand je dis l'humanisme, ça ne veut pas dire qu'on va le faire 3 jours ou 3 ans et on va s'arrêter. C'est un travail qui doit se faire en permanence. Donc je ne le mettrai jamais au passé. Vous dites ça a été fait. Il ne faut jamais croire que c'est fait et terminé. Il faut le continuer. Et je ne suis pas sûre que ça a été fait de manière approfondie. Ça s'est fait, par exemple, autour du mouvement nationaliste nazi. On a décortiqué certaines raisons de la levée de l'hitlérisme en Allemagne et même en France un peu, en Italie aussi, en Angleterre. Mais est-ce qu'on a trouvé toutes les causes? Est-ce qu'on a cherché les causes personnelles, les causes sexuelles, les causes qui remontent à la différence sexuelle, la place entre les hommes et les femmes, le désir de pouvoir, toutes sortes, l'intimité qui a été impliquée dans cette montée vers le pouvoir et vers la répression d'autrui, vers le désir de mort. Toutes sortes de composantes des intégrismes restent à décortiquer. Sans quoi, si on dit que ça a été fait, on laisse entendre que nous avons tous les savoirs, il s'agit de les appliquer. Si je puis me permettre, c'est-à-dire ce qui a déjà été plus ou moins fait, et on se rend compte combien c'est incomplet et difficile au niveau national, ça paraît quasiment infaisable au niveau continental. C'est-à-dire ce qui permettrait d'avoir une perspective européenne sur une histoire qui a été écrite nationalement, qui n'a quasiment jamais été écrite d'un point de vue continental. Comment est-ce qu'on pourrait faire, ce qui permettrait de déboucher sur justement une identité, une culture européenne qui permettrait de rassembler les Européens? Alors moi, je suis une européenne fédéraliste. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'Europe se compose des nations et qu'il faudrait faire ce travail d'abord au niveau des nations, avant que ça devienne un bouquet international. Il n'a pas été fait, par exemple, dans les pays de l'Est, les pays communistes. On a pu exprimer des critiques et des rejets contre l'hitlérisme, mais on n'a pas interrogé la question nationale. Et on le voit maintenant avec la montée des nationalismes dans ces pays-là. La question des Tziganes en est un exemple dans les pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, où on flatte le nationalisme, on fait entrer des Tziganes dans les gouvernements, mais on ne traite pas la plaie que ça représente. Donc ce travail peut se faire par éventuellement la Commission européenne, avec des préconisations, que ce soit fait au niveau de l'éducation dans chaque pays et selon la mémoire nationale, l'histoire nationale. Il y a un grand travail culturel à faire dans tout ça, et y compris en France. Je le dis, nous pensons que nous l'avons fait, c'est loin d'être le cas. On ne l'a pas fait au niveau des religions qui montrent leur importance dans nos quartiers.
qu'est-ce que nous savons de l'islam? Qu'est-ce que l'élève dans l'école française sait de l'islam? Je ne parle pas seulement de l'élève qui est de souche française, mais l'élève musulman ne connaît pas vraiment sa religion. Et nous aurions pu lui faire connaître pour l'interpréter et prendre des distances et ne pas attendre qu'il reste vierge pour que l'imam intégriste vienne la raisonner. Il ne sait pas comment répondre à ces raisonnements extérieurs. Non, je ne parlerai pas au passé. Ça n'a pas été fait. C'est superficiel ce qu'on a fait. Il faut continuer à le faire. Au niveau national d'abord, et en tant que conscience de l'unité européenne en même temps, en créant par exemple ce que nous avons eu l'idée tous les deux, mais avec d'autres, de créer, c'est-à-dire des académies européennes de la culture ou des maisons de la culture européenne où des jeunes, des moins jeunes viendraient travailler sur des objets qui sont la musique ou la peinture ou la littérature avec des thèmes transversaux entre les nations à ce moment-là. Développer aussi le multilinguisme, encourager les Erasmus et toute cette mentalité plurielle qui me fascine tellement quand je vois un étudiant hollandais qui parle l'hollandais, l'anglais, le français, un peu le russe, qui apprend le chinois et vient faire une thèse sur un génie féminin dans mes cours. Ces personnes qui sont ces individus kaléidoscopiques, c'est des choses uniques au monde et qui ont une subtilité de penser et de s'ouvrir à l'autre qui est donnée pas seulement par une philosophie, mais par le fait que par d'autres différentes langues, ils peuvent penser différemment selon leur langue, avec des différences subtiles, mais qui peuvent rencontrer à partir de là d'autres mentalités et les, non pas banaliser, mais les construire dans leur kaléidoscope, dans leur polyphonie. Mais je reviens à l'idée que vous dites, mais pourquoi les politiques ne l'ont pas faite? Moi j'ai une réponse, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je la répète. Nous avons opposé, nous les athées, nous les humanistes, nous avons opposé à l'ancien régime, à la monarchie et à la religion, le dogme politique, c'est-à-dire la politique comme religion. La politique va résoudre les malheurs de l'humanité, avec la loi, avec des règles, avec des invectives et aussi avec l'économie. Loi et économie vont être les saluts. On a oublié que ce que la philosophie le dit, la phénoménologie le dit, l'art et la littérature le disent, on oublie que l'être humain n'est pas un robot qui obéit, qui s'adapte ou qui ne fait que manger pour survivre. Il n'y a pas que Zoé, comme dit Hannah Arendt, il y a bios. Notre vie physiologique s'accompagne, qui est Zoé, qui est la physiologie, s'accompagne d'une biographie qui est l'histoire personnelle racontée, qui est une expérience intérieure. On peut appeler ça spiritualité, on peut appeler ça psychisme, on peut appeler ça expérience esthétique, mais cette profondeur-là, elle a été travaillée par les religions, et quand nous avons dit que la religion est un abus des libertés, nous avions eu raison, mais nous avions aussi oublié qu'il y a beaucoup de bénéfices que les êtres parlants cherchent dans leur religion. Et c'est là que, avec le temps, l'histoire de la pensée européenne nous permet de récupérer ce que nous avons perdu en évacuant la théologie. Par exemple, avec la psychanalyse. La psychanalyse m'apprend maintenant que l'être humain a ce que nous appelons besoin de croire, qui est un besoin universel, qui croit à ses parents, à son père, à sa mère, qui est un investissement psychique, c'est un mouvement psychique qui investit l'autre et l'autre me répond. Et si nous n'avons pas satisfait ce besoin de croire, nous ne pouvons pas développer le désir de savoir qui met en question la croyance. Mais c'est un équilibre extrêmement fragile et fécond et on le voit chez des jeunes qui n'ont pas eu satisfaction de leur besoin de croire, parce que les familles étaient décomposées, parce qu'il n'y a pas de père, parce que la mère n'est jamais là, la pauvre qui va par monts et par vaux pour essayer de gagner quelques sous. Ces jeunes-là
ne sont pas reconnus, ne sont pas satisfaits dans leur identité et s'accrochent au premier intégriste qui leur promet le paradis après la mort. Donc cette déconstruction de l'humain que nous vivons aujourd'hui dans le registre européen est devenue extrêmement préoccupante. On appelle ces adolescents déconstruits, dans le jargon de la communauté, des NEETs. No education, no employee, no training. Pas d'éducation, pas d'emploi et pas de formation. Et ils sont des millions. Alors, on ne peut pas les éduquer simplement en les prenant dans leur décomposition, en leur donnant des règles. Il faut construire la vie psychique pour qu'ils puissent fixer leur attention, sinon ils ne restent pas sur place, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Donc il faut développer le besoin de croire par des psychothérapies, par des nouvelles familles adoptives qui pourraient leur transmettre ce qu'ils n'avaient pas. Il y a tout un travail de formation dont nous sommes conscients, dont les acteurs de la culture européenne sont conscients. Et je dis que nous sommes plus conscients chez nous qu'en Chine, au Japon ou dans le monde arabe ou dans le monde latino-américain. Simplement, cette conscience arrive difficilement, elle arrive difficilement, dans une classe politique qui a été formée à partir du clivage entre ces dimensions spirituelles, ce n'est pas de la politique, et leurs préoccupations qui sont des gestions pures et simples. Donc il faudrait qu'une jonction se fasse entre la classe culturelle et la classe politique, de manière à ce qu'ils comprennent que la politique-gestion va dans le mur. Et que c'est l'Europe qui a, avec ses difficultés, avec cet héritage, à la fois la conscience aiguë de cet échec, qu'a été la disjonction, le splitting entre la culture d'un côté, la mentalité d'un côté et la politique de l'autre. Et c'est dans l'Europe que nous pouvons trouver les moyens de refaire cette soudure. D'où l'importance de faire de la culture un atout européen. Alors, au début de cette conférence, vous avez parlé de la tradition du questionnement juif, du dialogue platonicien, de la mise en question chez saint Thomas, par exemple, ou même la remise en question complète de quelqu'un comme Spinoza, mais qui est lui-même le fruit en fait, de toute cette histoire. Et là, je fais un grand saut jusqu'au débat sur la Constitution européenne en 2005, par exemple, en France, où il était question à un moment qu'on inscrive l'héritage judéo-chrétien dans la Constitution. Finalement, cet héritage n'a pas été inscrit comme tel, il a même disparu. Je prends par exemple un autre exemple, les billets en euros qu'on a tous dans notre poche, on n'a pas été fichu de mettre des visages de grands savants, d'artistes, de musiciens ou de grands Européens en fait qui permettraient d'incarner d'une certaine manière cette Europe. D'abord, est-ce que vous, à titre personnel, vous auriez souhaité qu'on inscrive l'héritage judéo-chrétien tel quel dans la Constitution européenne, ce qui aurait été un signe très fort? Premièrement, je ne vais pas vous reposer la question pourquoi on ne l'a pas mis, puisque ça recoupe un petit peu avec ce qu'on a dit, mais peut-être vous avez encore d'autres choses à dire. Et plus globalement, comment est-ce qu'on pourrait donner une chair, un corps à cette Europe? Et après, on passera peut-être à la question du sexe de l'Europe, qui lui aussi, comme beaucoup de choses en Europe, est indéfini. Oui. La raison pour laquelle on n'a pas inscrit l'héritage judéo-chrétien dans les traditions de l'Europe, elle est très claire. Elle vient de notre peur de l'intégrisme de la religion et des conflits que cela pourrait de nouveau engendrer. Ça, c'est la face noble de ce refus. La face moins noble, c'est la peur que nous avons que les connaissances que nous avons aujourd'hui, et qui sont pourtant à mes yeux considérables, avec la philosophie contemporaine, avec les sciences humaines, ces connaissances ne sont pas suffisantes pour tenir tête à ce qu'on appelle en anglais l'éveil de religion, le religious revival, qu'il y aurait trop de montées de religion et nous ne pourrions pas analyser, canaliser et orienter cela vers des valeurs plus acceptables pour ce courant des Lumières dont je parlais tout à l'heure. Moi, je ne suis pas de cet avis.
Ce n'est pas parce que je suis optimiste, je dis souvent que je suis une pessimiste énergique. Ce qui veut dire que je vois très bien les difficultés que représenterait le fait d'inscrire dans la charte européenne cette tradition judéo-chrétienne. Mais je pense que c'est indispensable pour pouvoir encore une fois aborder la tradition et les mentalités et aborder aussi les greffes d'autres religions qui viennent sur notre continent et qui sont très offensives. Je parle de l'islam. Alors, je donne un exemple qui vous montre que cette idée d'inscrire cet héritage judéo-chrétien n'est pas forcément une impasse, ni un danger. Si je me permets, donc vous auriez souhaité... Moi, j'aurais souhaité. Clairement que ce soit inscrit voilà. Dans une constitution européenne. Dans une constitution européenne, et je pense très clairement que ça aurait été possible au moment, c'est en 2005 que ça s'est posé comme question, peut-être que ça l'est possible davantage aujourd'hui, mais ça demande en effet un vaste débat sur la tradition, sur ce qui nous habite, sur notre passé. L'exemple que je donne qui me donne confiance. En octobre 2012, j'ai reçu une invitation du Vatican, du ministère de la Culture, qu'on peut appeler comme ça, Monseigneur Ravasi, qui m'invite à faire partie d'une délégation de non-croyants à une journée assise consacrée à la paix et à la justice. Ignorant comme je suis dans cette question, je ne savais pas du tout ce que c'était ces journées d'assises. J'ai appris qu'il s'agissait de rencontres interreligieuses qui ont été créées par le pape Jean-Paul II, qui se sont tenues plusieurs fois et que Benoît XVI avait arrêté parce qu'il trouvait que ça allait très loin et parce qu'il est beaucoup plus classique, on va dire, que son prédécesseur. Mais pour la première fois, ils invitent donc dans ces rencontres assises des non-croyants. Moi, j'étais fascinée par cela parce que Assise est un lieu, beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, de la peinture occidentale. Puisqu'il y a des fresques de Giotto d'une grande beauté et qui sont pour moi à la charnière entre les icônes byzantines et la Renaissance. Ce sont les fresques de Padoue, mais aussi les fresques d'Assise. Et quand je suis venue en Europe, mon premier voyage en Italie, c'était de visiter ces fresques à Assise. Et je me suis dit, mais voilà, c'est une deuxième occasion, 40 ans et plus après, j'irai voir. Et notre délégation de non-croyants se composait de moi, j'étais la seule femme, d'ailleurs pas seulement dans cette délégation, mais dans l'ensemble de toutes les religions qui étaient présentées là, sauf une dame juive qui était dans la délégation juive et une bouddhiste, mais la bouddhiste ne parlait pas. Et dans les délégations, il y avait un professeur italien spécialiste de Hegel qui enseigne à Los Angeles, un professeur mexicain spécialiste des langages d'Internet et l'ancien secrétaire général du Parti communiste autrichien qui est actuellement à la tête d'une ONG qui essaye de moraliser le grand capital. Vaste programme. Donc, j'ai prononcé là un discours qui s'appelle « 10 principes pour l'humanisme du XXIe siècle ». Que vous trouverez sur mon site. Et la veille, nous l'avons discuté à l'Université de Rome 3, qui m'a donné beaucoup plus de temps pour discuter ces différents principes, puisque le jour de la présentation, nous étions 10 à l'hôtel qui s'était transformé en tribune, et j'étais la dernière à parler. Et le pape Benoît XVI a pris la parole après moi, tout simplement parce que j'étais la dernière et qu'il devait conclure, et il a dit qu'il était très heureux que des non-croyants aient accepté de venir à cette assemblée, mais que nous devons être, selon lui, des gens en grande souffrance, parce que nous n'avons pas rencontré le vrai Dieu. Alors là, tout le monde commençait, nous quatre en tout cas,
se donner du coude en disant il faut faire une rectificative. Donc jusque-là, Benoît XVI parlait comme pape. Il ne pouvait pas dire autre chose que nous sommes en souffrance parce que c'est lui et les siens qui détiennent la vérité. Mais puisque cet homme est aussi un philosophe et aussi un homme politique important, il a continué sa réflexion. Il a dit, en substance, vous trouverez son texte aussi sur Internet, il a dit, pour ces gens-là, donc myself, la vérité n'est pas un absolu. La vérité est une question, je n'arrête pas de dire ça ce soir, un combat perpétuel et un chemin. Et je m'adresse maintenant à vous, croyants, c'est adressé à tous ceux qui étaient dans la salle, toutes les religions du monde, les taoïstes, les bouddhistes, les confucianistes, et les religions européennes évidemment. Prenez exemple sur eux, car personne n'est propriétaire de la vérité. Et si vous croyez propriétaire de la vérité, nous allons à la guerre, il n'y aura jamais de paix. Donc, nous étions contents. Voilà. Et au retour, moi, je proposais qu'on crée à Paris un cercle que nous avons appelé Montesquieu, et qui est un grand humaniste franc-maçon du XVIIIe siècle, 17e, 18e, et nous avons réuni des imams, des rabbins, des prêtres et des humanistes, femmes et hommes, pour discuter sur la possible rencontre entre les religions, sans qu'on les demande de se dénier ou renier, mais qu'ils puissent vivre ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire actuellement? On va discuter sur cette charte de laïcité et la possibilité éventuellement d'introduire l'enseignement des religions à l'école. Si je donne cet exemple, c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir peur des religions, que nous avons suffisamment, nous les humanistes, les adeptes des sciences humaines, de la philosophie, de la psychanalyse, des moyens de confronter les risques du dogmatisme religieux. Et si nous abandonnons, ils seront plus forts, elles seront plus fortes que nous. Il faudrait reprendre le taureau par les cordes, comme on dit, et essayer d'aller ensemble avec notre passé. On ne peut pas vivre sans ce passé. Alors, il y a notre passé, il y a notre histoire. Il y a aussi la dimension charnelle, donc, qui est totalement absente de cette Europe. Si vous êtes déjà allé dans vous avez déjà fait un tour dans le quartier européen à Bruxelles, on ne peut pas faire un quartier plus impersonnel que le quartier des institutions européennes. Les bâtiments sont lisses, les façades n'ont absolument aucune identité, et on a l'impression que tout a été construit de la même façon. Qu'est-ce qui pourrait permettre justement de donner une chair, un corps à cette Europe, la rendre finalement désirable, ce qu'elle n'est plus du tout aujourd'hui? Et je vous pose la question à laquelle vous tenez beaucoup, quel est le sexe de l'Europe et qu'est-ce que ça change de donner un sexe à l'Europe? Oui, on va jouer encore avec cette idée du divan et de donner un sexe à l'Europe. Je pense que parmi les particularités de la culture européenne, dont j'essaie de vous dire que je suis fière à condition qu'on y croit et qu'on désire aussi l'interroger, besoin de croire et désir de savoir. Parmi ces particularités de l'Europe, il y a cette notion de l'identité qui n'est pas un culte mais une question. Et il y a aussi dans cette tradition culturelle la place des femmes. Nulle part ailleurs on a cette reconnaissance de la place des femmes dans la civilisation, quelles que soient les difficultés. Et Dieu sait qu'elles sont majeures. Je dis que Dieu sait parce que Dieu a fait beaucoup contre les femmes. Et toutes les religions sont servies dans les sociétés patrilinéaires par des hommes. Mais c'est quand même à travers les déesses grecques et l'interrogation sur l'identité dans la philosophie grecque. C'est à travers le judaïsme, le rôle des reines de la Bible et l'interrogation là aussi de l'identité qu'une place de la femme dans le pouvoir s'est dessinée. C'est dans on va dire le monachisme catholique que la question de la jouissance féminine s'est posée. D'abord, certains d'entre vous ne connaissent pas mon travail, mais j'ai
cohabité pendant 10 ans, c'est une métaphore aussi, avec une sainte catholique qui est Sainte Thérèse d'Avila. Je dis elle a été ma colocataire, au sens figuré du terme, parce que je l'ai lue pendant 10 ans. Et pour trouver dans son expérience de la sainteté une expérience baroque qui a précédé les Lumières. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre les Lumières françaises ou autres sans le baroque, où elle prend une place extrêmement importante. Donc il y a toute une tradition où on voit émerger la place du féminin dans la culture et petit à petit sur les places de la société, des droits et du pouvoir politique. Et c'est en Europe aussi, avec sa sœur jumelle, l'Amérique du Nord et du Sud, que s'est développé le mouvement féministe avec les suffragettes, avec Simone de Beauvoir, et qui voulait l'égalité des hommes et des femmes, et avec notre contribution à nous, les femmes des années 68 et après, qu'on appelle les différentialistes, et qui essayent de poser les questions non pas seulement de l'égalité entre hommes et femmes au niveau des droits, mais aussi de la spécificité de la créativité féminine. Est-ce que les femmes peuvent apporter au niveau de la culture, de la littérature, de la peinture, de la musique, quelque chose de différent? Beaucoup d'entre nous ont travaillé sur l'écriture féminine, etc. Et aussi, dernièrement, une interrogation sur la maternité, qui a été souvent diabolisée par les premières féministes comme un asservissement de la femme. La femme au foyer, la femme mère, ne fait qu'être esclave du désir des hommes. On a entendu ça, et il y a des pages là-dessus dans le texte de Beauvoir. Nous, on essaye de parler d'un érotisme maternel, de la transmission de la culture par les mères, et d'associer la maternité à la culture. Vous écoutez, on a l'impression finalement que l'Europe a changé de sexe au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a eu un continent... Pas seulement au XXe, non, parce que j'ai dit que depuis même les saintes, etc. Bon, mais particulièrement au XXe. Ça s'est accentué au XXe siècle. La première moitié du XXe siècle, c'est vraiment le continent de la virilité. C'est l'impérialisme, le colonialisme, les totalitarismes, des guerres absolument atroces. Et devant l'impasse et ces crimes innommables, l'Europe est devenue finalement un continent de plus en plus sophistiqué. Et est-ce que le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est pas justement finalement d'avoir une espèce d'identité un peu baroque, à la fois anciennement masculine, peut-être de plus en plus féminine, mais mal assumée, dans un monde où ses concurrents, eux, assument de plus en plus leur virilité? Je pense à la Chine, à l'Inde, les Amériques, l'islam, bien évidemment. D'abord, je me permettrai de corriger un peu les choses. Le XXe siècle n'a pas été un siècle mort pour les femmes. Déjà, au niveau de la fin du XIXe siècle, vous avez les Belles Époques, et un de mes génies féminins, Colette, est une femme qui commence à écrire au début du XXe siècle, et déjà à la fin du XIXe siècle, vous avez une explosion de l'homosexualité féminine. Tout au long du XXe siècle, vous avez déjà des auteurs femmes. Beauvoir est quelqu'un qui est né en 1908, donc le XXe siècle n'est pas que l'horreur. C'est l'horreur, mais il y a énormément de préparation en route pour cette libération des femmes. Alors, la question de savoir si cette sophistication affaiblit l'Europe, c'est une question qui, on peut dire oui, forcément. On n'a pas la force de frappe des talibans, mais est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que, parce que nous n'avons pas cette force de frappe, est-ce que notre subtilité, notre richesse, notre intérêt pour les femmes, puisque nous sommes là-dessus, n'a pas une force d'appel, de séduction vis-à-vis des autres continents?
moi, quand je vais en Amérique latine et quand je vais en Chine, j'entends ce désir d'Europe. Il n'y a pas que les banquiers et les talibans. Il y a une population pour laquelle le modèle culturel européen est extrêmement important. Les Chinois qui viennent en Europe, ils achètent nos vins, nos foie gras, ils s'habillent comme dans les grandes boutiques qui cultivent l'élégance féminine. On nous dit, Libération a passé son temps pendant l'été à faire des bandes dessinées sur la fin de l'homme occidental. Je ne sais pas si les messieurs ici présents se sentent concernés. Il paraît qu'il n'y a plus de virilité en Occident et c'est d'ailleurs qu'elle vient. Ça se discute, mais la virilité change. Il y a peut-être autant de force et de phallicisme, si on veut, que de tendresse et de féminin de l'homme qui se réveille et qui attire aussi les hommes d'autres continents. Donc, je pense que l'Europe n'est pas assez fière de ce qu'elle possède et elle se couche avant que les autres viennent la déloger. Mais donc, c'est à nous deux déjà, parce que nous avons cette idée de construire ces maisons de culture française et européenne ensemble, d'éveiller ces fiertés.